basculer sur un bouton particulier. D'accord, merci. Bien, tout d'abord, je vous remercie de votre invitation. Et puis, je tiens à préciser que je ne suis pas pour grand-chose dans les cartes, puisque je m'en tiens à des propos généraux. Une carte générale de Russie suffisait. La seule que j'avais à disposition datait de 2012, donc je me suis dit qu'il ne fallait pas induire peut-être un certain nombre de confusions. Et je compte surtout sur les cartes de mes collègues. Alors, mon objectif de mon côté est de m'en tenir à un propos d'ordre général. Là, il s'agit de dresser un portrait de la Russie en tant que puissance, et puis de dire quelques mots de ses représentations géopolitiques, c'est-à-dire finalement du paysage mental, entre guillemets, de ses dirigeants. C'est quelque chose, c'est une chose à laquelle ce qu'on appelle l'école française de géopolitique accorde beaucoup d'importance, ces représentations géopolitiques, ces façons de voir le monde. Pour faire simple, on pourrait dire que les perceptions, les représentations, c'est la moitié de la réalité. Et il s'agit également de dresser les lignes de force de ce que je pourrais appeler, de ce que j'appellerais la grande stratégie russe. Donc un idéal type en quelque sorte, nécessairement simplificateur par rapport à une réalité qui est riche, complexe et émouvante. Alors je vais procéder en 3 points. Un premier point, ça sera une puissance eurasiatique. Je m'efforce de qualifier la Russie en tant que puissance. Quelles sont ses caractéristiques. Le deuxième point, je suis en train de le rechercher, ça sera sur l'existence, la réalité d'une grande stratégie russe. Peut-on parler d'une grande stratégie russe? Comment définir ce terme, cette expression? Et puis, dans un troisième temps, il y a une grande stratégie sous contrainte, parce qu'il y a des objectifs, il y a une représentation du monde qui coiffe, qui englobe ces objectifs. Après, il y a la question des moyens. Alors souvent, on revient là-dessus, sur l'écart entre les objectifs proclamés, affichés d'un côté, les moyens de l'autre. Alors ça sera uniquement quelques réflexions. Alors d'abord, premier point, une puissance eurasiatique. La Russie n'est pas simplement un acteur parmi d'autres, c'est une puissance au sens classique du terme, un État qui est capable d'imposer sa volonté à d'autres États avec de solides assises géographiques, historiques, militaires. Économiquement, on en reparlera, mais en tout cas, c'est un État eurasiatique qui a de solides assises. Ça n'est pas simplement une puissance régionale, comme Barack Obama, malheureusement, l'avait dit il y a quelques années. C'est une puissance d'envergure mondiale. Il suffit de reprendre la carte de la Russie et puis de voir que finalement, entre l'Arctique au nord, le monde arabo-musulman au sud, la Chine à l'est, je simplifie un petit peu, et l'océan Pacifique, et à l'ouest, le monde Atlantique, finalement, bien la Russie touche à toutes les zones. Alors on aime à dire qu'elle est incontournable. Généralement, ça sert un petit peu d'argument d'autorité quand on dit qu'elle est incontournable. À mon sens, c'est un truisme. On se heurte régulièrement à la Russie, donc ça va de soi qu'elle est incontournable. Alors s'il fallait qualifier cette puissance, c'est ce que je ferais, je dirais que c'est un empire, finalement un empire postmoderne. Alors c'est vrai qu'en termes de droit public, le terme d'empire aujourd'hui n'est plus utilisé, mais quand on regarde les choses du point de vue de la géohistoire, quand on regarde les choses du point de vue de la psychologie des profondeurs, des mentalités, eh bien il me semble qu'il faut réutiliser ce terme d'empire, ce concept d'empire. D'ailleurs, sur le plan historique, historiographique, depuis une dizaine d'années, il y a toute une école qui redécouvre la notion d'empire, qui se concentre notamment sur les grands empires eurasiatiques, donc un empire eurasiatique à cheval sur 2 mondes, ou plus exactement qui constitue un troisième monde entre l'Europe et l'Asie. Alors je vais revenir très vite là-dessus, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que nombre de penseurs, de politiques russes ne cessent de proclamer que leur pays est un empire eurasiatique. Si on replace ça sur le plan de l'histoire dans la longue durée, il faudrait remonter jusqu'aux doctrinaires orientaux du panslavisme, Constantin Léontiev et quelques autres. Ça nous place dans le dernier tiers du 19e siècle, jusqu'au néo-eurasisme incarné aujourd'hui par Alexandre Douguine. Et à mon sens, l'eurasisme n'est pas une simple superstructure idéologique. Je n'ai certainement pas une approche, si vous voulez, de type marxiste. Les idées, finalement, ça serait simplement le reflet de la base
base productive. C'est une véritable conception du monde, une représentation géopolitique globale qui exprime que l'eurasisme, le néo-eurasisme, qui exprime un certain nombre de réalités sur la Russie, qui sert de cadre général au projet géopolitique russe. C'est à la fois un prisme et une matrice, finalement, que cette vision du monde. Donc voilà pour mon premier point, rapidement, pour essayer de dresser le portrait de cet acteur. Alors ensuite, un deuxième point sur l'existence, la réalité d'une grande stratégie russe. Alors pour mémoire, je rappellerai que la grande stratégie, c'est la partie haute de la stratégie, c'est celle qui intègre les différents vecteurs de puissance à disposition de l'État. Elle est mise en œuvre, elle cherche à faire concourir la force, les différents moyens de force, donc au service d'objets géopolitiques précis, et donc ça renvoie à un grand dessin. Alors cette grande stratégie, finalement, on pourrait l'approcher à travers, par exemple, la doctrine Gerasimov, les notions de guerre de l'information, guerre irrégulière, guerre hybride. Alors certains de ces concepts sont un petit peu élastiques, pas utilisés toujours de manière rigoureuse peut-être, mes collègues en parleront certainement avec plus de détails et plus de précision que ma part. Je dirais simplement que si on se penche sur, par exemple, la guerre de l'information, on voit que du côté russe, eh bien, c'est une acception littérale et extensive du terme qui domine, et que finalement, quand on comprend ce qu'ils entendent par guerre de l'information, on est déjà aspiré par la partie supérieure, par la partie haute de la stratégie. Après, il y a la notion de guerre irrégulière qui est peut-être plus juste que celle de guerre hybride, avec l'effacement de la distinction entre guerre et paix, l'idée que finalement le monde est en permanence dans une situation hybride de paix-guerre, dans un état de conflit permanent. Et là encore, eh bien, ça nous fait remonter vers la partie haute de la stratégie, vers ce que j'appelle, ce que l'on nomme, c'est pas uniquement de mon fait, la grande stratégie. Alors il y a un objectif global, il y a un grand destin, c'est la restauration de la puissance russe à l'intérieur des limites de l'ex-URSS. Là, c'est toute la doctrine de l'étranger proche qui date d'avant Poutine. Elle a commencé à être énoncée à partir de 1992, 1993, et Yeltsin, dès 1993, elle avait repris à son compte. Et puis plus largement, il y a un autre espace qui n'est pas encore pris en compte en France. Pendant longtemps, on était avec notre mantra sur l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural. Là, depuis quelques mois, d'un seul coup, on a intégré le discours russe sur l'Europe de Lisbonne à Vladivostok. Mais quand on regarde les déclarations d'un certain nombre de politiques russes ou de chercheurs, de penseurs russes, on s'aperçoit qu'ils se réfèrent en fait plus volontiers à un grand espace qui irait de Lisbonne à Tokyo, à Shanghai, voire à Jakarta. Alors vous avez Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg en juin 2016 qui avait dit que le grand objectif de la Russie, c'était un grand partenariat eurasien ouvert à tous les États de l'Asie et d'Europe. Donc on voit qu'il ne raisonne pas, loin s'en faut, en termes d'Europe ou de grande Europe. C'est beaucoup plus large. Ça a été repris par une personne, un chercheur qui a une certaine influence, Sergueï Karaganov, l'année suivante. Dans un texte de 2017, il a défini la Russie comme un centre de pouvoir atlantico-pacifique. Je le cite, c'est pas très joli, mais c'est ainsi qu'il exprime la chose. Et dans ce texte, il explique que l'espace de référence des Russes, de la Russie, c'est de Lisbonne à Tokyo, à Shanghai. Et puis plus récemment, ça date d'octobre dernier, je crois. On a eu un texte de Sergueï Lavrov qui a été publié début octobre, dans lequel il dit que la priorité de la Russie va à un vaste espace qui s'étend de Lisbonne à Jakarta. Donc là, ça permet de préciser finalement les cadres de référence de cette grande stratégie russe. Alors après, troisième point, une grande stratégie sous contrainte. Donc bien sûr, il faut prendre en compte les moyens. C'est pas tout d'afficher des objectifs et puis de les inscrire dans une vision globale du monde. Et donc, on sait, et souvent on martèle la chose en France ou ailleurs, que le long terme et la corrélation des forces, pour parler comme les soviétiques, d'autres fois, ne sont pas favorables à la Russie. Alors on met l'accent sur les faiblesses démographiques, on met l'accent sur l'absence de réformes économiques, l'économie de rente, une économie fondée avant tout sur l'exportation de produits énergétiques, de produits de base, l'absence de réformes structurelles, je viens d'en parler, mais absence de réformes structurelles parce qu'elles sont incompatibles avec le système de pouvoir. Et donc, à partir de là, on pourrait penser que le risque que la Russie court, c'est celui de la surextension impériale, c'est celui de l'hypertrophie impériale. Alors oui, c'est vrai, tout cela doit être pris en compte, mais il y a un certain nombre d'autres facteurs qui ne doivent pas être négligés, à mon sens. Il y a d'abord la vision des hommes qui dirigent la Russie, c'est celle que j'ai traitée précédemment. C'est une vision que l'on peut juger
frustre, mais elle est robuste, elle est cohérente, elle offre un cadre de pensée pour agir dans le monde, pour agir sur le monde. Et à la limite, il y a peut-être plus de cohérence dans la vision globale des choses du côté russe que du côté occidental, où on est un peu en proie à ce qu'on appelle la postmodernité, la déconstruction, etc. Autre élément à prendre en compte, c'est la force des passions qui sous-tendent cette vision du monde. Là, souvent, c'est négligé parce qu'on a une vision peut-être trop rationaliste, hyper-rationaliste de la science politique et des relations internationales. On voudrait que l'État soit le plus froid des monstres froids. Or, il faut prendre en compte les hommes de l'État, pas uniquement l'État comme machine, si vous voulez, au sens de Hobbes. Les hommes de l'État, ce qui les anime, le ressentiment, le revanchisme, tout ça, ce sont des moteurs extrêmement puissants. On a un bon auteur en France, disparu il y a peu, paix à son âme, Pierre Asner, qui a accordé pas mal de temps à travailler sur le rôle des émotions en politique internationale, en géopolitique. Donc c'est le deuxième point à prendre en compte, à ne pas négliger. Troisième point, c'est la détermination, c'est l'esprit de suite qui se traduit par une audace tactique. Et ça aussi, c'est négligé. Et une succession de coups tactiques progressivement peut modifier le rapport des forces. Et là, il suffit de se reporter à la situation il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, et de voir quelles étaient les projections que l'on pouvait faire à cette époque. Et puis quand on regarde où en est la Russie aujourd'hui, le fait est qu'elle nous étonne. Et ça a très largement dépassé les cadres d'interprétation qui dominaient. Cinquième point à prendre en compte, ce sont les alliances. Les alliances qui ont pour objectif de compenser un déficit de puissance. Alors c'est toujours bien sûr selon une arithmétique progressive, mais ces alliances, elles existent. À mon sens, ça serait erroné de voir en la Russie une puissance solitaire. Alors il y a l'importance des alliances avec l'Iran, en Syrie. C'est bel et bien quand on agit ensemble à la guerre, quand on opère ensemble à la guerre, c'est bel et bien une alliance. Et puis, à mon sens, il y a bien une forme d'alliance avec la Chine populaire. Alors ça a été, c'est quelque chose qui a souvent été nié, peut-être un peu moins aujourd'hui, ça commence à changer, mais ça a longtemps été nié au nom d'une vision très restrictive de ce qu'est une alliance. Et en fait, quelque part, c'est la réussite de l'OTAN qui était devenue l'archétype de l'alliance par excellence, avec un article 5 en bonne et due forme, une structure extrêmement formelle, un préambule avec une profession de foi civilisationnelle. Et bon, effectivement, la Russie n'a rien signé de tel avec la Chine. Mais si on se reporte à ce qu'est une alliance de la manière la plus descriptive qui soit, phénoménologique, si vous voulez, une alliance, c'est une association d'intérêts en vue d'établir un rapport de force favorable à renforcer sa position stratégique avec des fins d'acquisition et de conservation. Donc, il n'est pas écrit qu'il doit y avoir un article 5, une clause de défense collective rédigée en bonne et due forme, et puis qu'il doit y avoir tout un cérémonial autour d'une alliance. D'ailleurs, si on appliquait ces critères d'appréciation, il y a beaucoup d'alliances dans l'histoire, au fil de l'histoire, qui ne devraient plus être considérées comme telles. Alors, il y a des liens sino-russes qui sont étroits, qui sont robustes, qui s'étendent à la chose militaire. Le vente de S-400, vote de Sukhoi 35, et puis en octobre 2019, lors de la conférence Valda, Vladimir Poutine a même annoncé la vente d'un système d'alerte antimissile. Donc là, ce sont des matériaux, des équipements extrêmement sensibles. Et lui-même, d'ailleurs, lors de cette conférence, a utilisé le terme d'alliance. Donc il me semble qu'il faut revoir. Au départ, on parlait d'axe de convenance. Après, en 2008, je crois, c'est le terme qui était utilisé. Ensuite, on a commencé à parler d'entente. Et à mon sens, aujourd'hui, il faut parler d'une véritable alliance qui repose sur des convergences profondes, sur une communauté de ressentiment à l'encontre de l'Occident. Là, on retrouve le rôle des passions dans la politique internationale. Et puis surtout, de part et d'autre, mais peut-être avant tout du côté chinois, c'est vrai, le sentiment que l'avenir est ouvert, ou plutôt que leur heure a sonné. Et à l'arrière-plan, en toile de fond, on observe un déplacement des équilibres de puissance et de richesse vers l'Asie. Donc c'est à mon sens, un mouvement de fond. Alors je termine mon propos par une rapide conclusion. L'idée essentielle, à mon sens, c'est qu'il faut prendre la Russie au sérieux en tant que puissance. Vladimir Poutine doit être pris au sérieux. Il me semble que jusqu'à il y a 4 ou 5 ans, la Russie, le projet politique de Poutine a été sous-évalué. Il y a eu beaucoup de méprise au sujet des intentions du Kremlin. Il y avait l'idée selon laquelle, finalement, passer, si vous voulez, l'euphorisme de la transition, la vision de la Russie comme une grande Pologne qui devrait faire une transition politique et économique un peu plus longue, un peu plus difficile, mais les choses iraient dans le bon sens. Ça, c'était le premier temps. Dans un deuxième temps, finalement, la pression qui domine,
prédominait, c'était que la Russie était réductible à un État mafieux et que ses dirigeants, finalement, ils étaient guidés avant tout par le souci de s'enrichir, par le lucre, et que s'ils maniaient une rhétorique à caractère nationaliste, impérialiste, c'était uniquement pour satisfaire et manipuler l'opinion publique. Et bon, non, je pense qu'il y a une véritable volonté de puissance. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on la surestimerait? C'est un petit peu l'esprit qui domine dans un certain nombre de propos en France, avec les multiples rappels sur le fait que le PIB de la Russie, finalement, est équivalent à celui de l'Italie ou de l'Espagne. Mais j'insiste sur le fait que la géopolitique n'est pas réductible à un exercice de macroéconomie ou de comptabilité publique. Et puis que le long terme, la référence au long terme ne doit pas servir d'espace de fuite. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans l'intervalle, donc y compris beaucoup de dégâts. Voilà, je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, merci monsieur.